Ce serait, si tu veux, des écrivains haïtiens. Pour moi, le déclic s'est produit vraiment en 1969. J'étais étudiant, j'étais allé en voyage d'études à Port-au-Prince. J'ai rencontré des élèves maîtres de l'école normale qui ont organisé une veillée culturelle en notre honneur, nous, étudiants guadeloupéens et martiniquais. Et ils ont commencé à dire des textes caribéens. Et lorsqu'ils nous ont passé le relais, nous étudiants guadeloupéens et martiniquais, nous nous sommes rendus compte que nous étions bien incapables de citer même un vers solitaire de mémoire. Et au cours de cette veillée culturelle organisée par les étudiants haïtiens, que j'ai découvert à travers les textes que disaient ces étudiants, que j'ai découvert Jacques Roumain, René de Peste, notamment le poème Au rendez-vous de la vie. Donc deux noms phares vraiment, de Peste, Jacques Roumain. Et puis, de retour d'Haïti, je me suis jeté à corps perdu dans cette littérature caribéenne. Et le troisième nom qui me vient à l'esprit, évidemment, c'est Aimé Césaire. Aimé Césaire, que j'ai lu avec passion. Je connaissais le cahier d'un retour pénatal presque par cœur. Quand j'étais étudiant à Bordeaux et qu'il y avait des amis de passage, je leur disais de prendre le cahier d'un retour pénatal et de l'ouvrir où ils voulaient, de commencer une phrase. Et si je n'étais pas capable de terminer, je leur donnais 5 francs, 10 francs. Et puis je ne trouvais plus personne pour jouer avec moi. Donc d'abord Haïti. Je dois rappeler qu'en Haïti, j'ai rencontré les 4 cloches, c'est-à-dire 4 aveugles, 4 musiciens aveugles que les étudiants avaient invités ce soir-là. Et ils chantaient leurs propres textes. Et eux aussi, ils citaient des auteurs caribéens comme Nicolas Guillen. Et aussi bien en espagnol qu'en anglais, ils disaient des textes. Et ça m'avait profondément marqué. Et je me suis juré que jamais plus on ne me prendrait en flagrant délit d'ignorance de cette littérature caribéenne. Et c'est comme ça que ma vocation de 10 heures s'est déclenchée. Et j'ai appris vraiment des textes, notamment de Peste, de Césaire, de Jacques Roumain. Voilà les 3 noms qui me viennent à l'esprit pour l'instant comme influence littéraire. Mais bien sûr, il y en a eu d'autres. C'est tout à fait évident. J'ai mentionné Nicolas Guillen tout à l'heure. Il y a Nicolas Guillen. Et puis j'ai eu la grande joie aussi de découvrir après Anthony Phelps, qui est venu en résidence d'artistes en Guadeloupe, et avec qui j'ai eu la grande joie de faire des récitals de poésie, aussi bien à la Médiathèque Caraïbe que dans des lycées de Guadeloupe. Ça aussi, ça a été une rencontre décisive pour moi. Voilà les quelques noms que je pourrais citer comme ça, a priori. Mais évidemment, quand j'étais plus jeune, j'ai lu, comme tout le monde, beaucoup de romans d'aventure, mais qui avaient le plus souvent un rapport avec la mer, qu'il s'agisse de L'Île au Trésor, qu'il s'agisse encore de Robinson Crusoe, des livres qui avaient un rapport avec la mer. À côté de ça, je dois mentionner des films, des adaptations de l'œuvre de Jules Verne, comme 20 000 lieues sous les mers. Donc tout ce qui avait un rapport avec la mer, c'est tout. Voilà comme ça quelques éléments de réponse à brûle pour point que je pourrais fournir. Tu me demandes de parler de ma commune natale, Gosier. Eh bien, aujourd'hui, Gosier subit une profonde mutation. Il n'y a pas grand-chose de commun entre la commune de mon enfance et le Gosier actuel, qui est devenu essentiellement une ville touristique. Et
on peut le regretter qu'on ait tout misé ainsi sur la carte du tourisme. Parce que, à mon humble avis, la personnalité de Gosier en a été profondément altérée. Gosier était un beau traditionnel, un village rue. Maintenant, c'est un peu le choix du tout béton. On construit des édifices disproportionnés par rapport à la superficie réelle du bourg du Gosier. Donc, il y a beaucoup d'hôtels, notamment à la Pointe de la Verdure. Il y a un casino, alors que ce lieu, la Pointe de la Verdure, avait une âme autrefois. Dans le même temps, et c'est peut-être là un paradoxe, il me semble qu'on ne fait pas suffisamment pour le littoral maritime. Gosier a pratiquement 12 km de côte, de Petit Havre au bas du fort. Et avec le phénomène de l'érosion, Gosier sera confronté sous peu à des problèmes écologiques assez sérieux. À 500 mètres du rivage, il y a l'îlet du Gosier qui autrefois jouxtait un banc de sable qui a disparu après un cyclone. Et l'érosion continue. Au fur et à mesure, la mer gagne sur cet îlet et on ne met pas de brise-vague pour préserver l'îlet. De temps en temps, lorsqu'il y a un raz-de-marée, il y a même des sépultures, il y a même des cadavres de Caraïbes qui sont exhumés comme ça. Et à ce moment, on semble redécouvrir le passé de cette commune. Donc, le Gosier actuel est une ville dont l'économie repose sur les restaurants. Je crois que c'est la commune de Guadeloupe où il y a le plus de restaurants, sur les hôtels, sur les gîtes touristiques. Dans le même temps, on ne fait pas suffisamment pour préserver le patrimoine culturel. Le fort Fleur d'Épée, à mon avis, est sous-utilisé. Le développement de Gosier n'est pas vraiment maîtrisé. Trop de béton et on ne préserve pas l'âme de ce pays. La population de Gosier, en 10 ans, a été multipliée pratiquement par 5. C'est énorme. Et donc, il y a une spéculation immobilière qui interdit à tous les Gosieriens qui sont partis de revenir s'installer en Gosier parce qu'ils ne trouveront pas de terrain à un prix abordable. C'est dommage. Donc, à mon humble avis, il faudrait revoir le tout béton et puis le monopole au plan économique du tourisme. Il faudrait revoir ça, à mon humble avis, parce que ça porte un coup aux relations humaines. Autrefois, à Gosier, tout le monde connaissait tout le monde. Ce n'est plus le cas maintenant. Et Gosier est confronté, comme d'autres communes, à des problèmes comme le chômage endémique des jeunes, la violence, beaucoup trop de boîtes de nuit à Gosier, dans un petit périmètre comme cela, et des phénomènes de drogue et tout, ça dénature vraiment l'image de marque de Gosier, à mon humble avis. Je suis issu d'une famille nombreuse. Je suis le 7e enfant de ma mère, qui en a eu 8, 7e enfant. Alors, aussi loin que je remonte, dès que je parle de mon enfance, je pense à la mer. Mon grand-père était pêcheur et aussi charpentier de marine. Et mon oncle était gardien de phare. Mon grand-père, c'est lui-même qui a construit sa maison et bien d'autres maisons en tant que charpentier de marine. Il avait un bateau qui s'appelait la Madone. Mon oncle était gardien de phare. C'était une véritable force de la nature.
on l'appelait Tarzan. C'était un conteur de veillée remarquable. Et il y a certains contes qu'il m'a racontés que je garde encore en mémoire. Comme ils étaient plusieurs gardiens de phare, et c'était lui le plus indiscipliné, il n'était jamais ponctuel au rendez-vous. Or, le phare fonctionnait selon un système de poulies. Il fallait faire un poids monté au sommet à 18 heures. Le poids arrivait à terre à 24 heures, à minuit. Il fallait le faire remonter et il arrivait à terre à 6 heures du matin. Donc, évidemment, les gardiens de phare devaient regagner l'îlet à 5 heures pour préparer lui. Mais lui n'était jamais ponctuel. Et on partait sans lui le plus souvent. Et il ralliait l'îlet à la nage, parfois avec des fouilles à pain sur sa tête, avec son coutelas. Et j'étais jeune, je me rappelle qu'il restait sur le pont de l'îlet. L'îlet est distant de la côte de 600 mètres à peu près. Il sifflait avec son index et son auriculaire dans sa bouche. Il sifflait de l'îlet et nous l'entendions à terre. C'était une manière de nous dire que la pêche de nuit avait été bonne et qu'il nous amenait du poisson. Donc c'est un personnage beau en couleur qui habitait très exactement là où se trouve cette maison. Là où nous sommes actuellement, c'est là qu'il habitait. Et mon grand-père, malheureusement, la maison n'est plus là, il habitait là, là où sont les prunes de Citerre. Là. Mon père était dépositaire en pharmacie. C'était un autodidacte exceptionnel qui, le dimanche, aimait bien déclamer des textes, surtout des poèmes de Musset. Il adorait Musset et il était président d'associations culturelles comme La Ruche, Le Phare. Plus tard, président d'un club de football comme l'AS Dragon, que tout le monde connaît en Guadeloupe. À l'époque, il n'y avait pas de médecin à Gosier et il faisait office de médecin à bicyclette. Il parcourait toutes les sections du Gosier pour faire des piqûres aux gens et pour leur proposer toute espèce de pommade qu'il faisait lui-même à partir évidemment de sa connaissance de la pharmacopée traditionnelle, ce qu'on appelle les remèdes gaziers. Et ma mère, fille de pêcheur, l'épaulait. Donc j'ai en mémoire le pilon avec les plantes comme ça. J'ai en mémoire les petits paquets de sulfate de soude et tout ce qu'on faisait au dépôt. Mon père était dépositaire, pas pharmacien, dépositaire en pharmacie. Alors, le gosier, à l'époque, je le dis, était un beau traditionnel où tout le monde connaissait tout le monde. On connaissait le cordonnier. C'est lui qu'on allait voir la veille de la rentrée pour qu'il vous fabrique les chaussures. On connaissait le menuisier qui vous fabriquait le plumier, c'est-à-dire là où vous mettiez vos porte-plumes, votre gomme. On connaissait le boulanger. C'est là qu'on allait récupérer des sacs de farine de France pour pouvoir faire nos cerfs-volants. On connaissait les pêcheurs qu'on aidait à aller en mer, leur canot. Et Gosier avait, d'un côté de la rue, toute une vie orientée vers la mer, et de l'autre côté de la rue, c'était plutôt la campagne. On appelait l'autre côté de la rue les palétuviers. C'est là qu'on allait chercher des crabes, c'est là qu'on allait chercher des sangsues dans les mares. Mais nous, mes frères et moi, nous étions plutôt orientés vers la mer. Le plus clair de notre temps, notamment en période de vacances, nous le passions à pêcher. Alors si je dois raconter des anecdotes, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Parce que quand les gardiens de phare étaient à terre la journée, nous prenions le bateau de fonction qu'on appelait le plomb, parce qu'il était vraiment solide et lourd. Et nous allions plonger des lambis. Nous passions le plus clair de la matinée à plonger des lambis. Et il y avait une sorte d'initiation que nous faisions. Nous allions loin, loin, loin. Et pour que quelqu'un fasse partie de notre bande, il fallait qu'il soit capable
de plonger aussi le lambi. C'était vraiment un jeu dangereux parce qu'une fois, un de nos amis a essayé de nous imiter, il a plongé, il est remonté, la main vide, il a été accueilli par des rires, par des moqueries, il n'a pas repris son souffle, il a plongé une deuxième fois, échec et mat, il est remonté, nouveau concert de rire, il a plongé et il était encore sous l'eau que nous voyions déjà du sang. Il est remonté, mais il a eu des problèmes d'oreille énormes et puis il crachait du sang et tout. Ce jour-là, ça aurait pu vraiment mal finir. Une deuxième anecdote, c'est qu'avec mon frère et moi, nous avons, comme d'habitude, passé la matinée à pêcher. Et puis nous avons pêché un poisson 24 heures. Un poisson dont on dit que la piqûre est mortelle et que quand il t'a piqué, tu en as pour 24 heures. Mais comme nous n'avions pas le feu vert des parents, nous ne pouvions pas leur dire que le poisson nous avait piqué. Donc nous sommes rentrés chez nous en ayant peur. Et puis pour nous, le compte à rebours a commencé. Nous nous sommes mis sous le paratonnerre de notre oreiller. Et puis nous étions tellement épuisés, nous avions tellement peur que, écoulés de fatigue, nous nous sommes endormis. Et nous nous sommes réveillés, ne sachant même pas à quelle heure il pouvait être. Et je me rappelle encore ma main qui bégayait quand je le touchais. Est-ce que tu es mort? Et lui, il se réveille, il me dit, non, 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 et toi? Je me rappelle. Et puis après, ça avait été la crise de fou rire. N'empêche que nous avions eu drôlement peur. Voilà deux anecdotes parmi d'autres. Les autres anecdotes que je pourrais raconter sont encore, renvoient encore à mon oncle. On pêchait, mais comme je le dis, c'est un gars qui faisait n'importe quoi. Il grimpait à des cocotiers, la tête en bas. Comme ça, la tête regardant le sol, il grimpait par les pieds. Il plongeait des lambis par les pieds. Vraiment, c'est un personnage haut en couleur. Autodidacte aussi, qui a passé le certificat d'études adultes pour pouvoir devenir gardien de phare, justement. Et la légende veut qu'il a commencé à apprendre le dictionnaire Larousse par ordre alphabétique. Si je dois parler de l'école, eh bien quand j'étais vraiment petit garçon, il n'y avait pas d'école maternelle. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque l'école payée. Les parents contactaient une dame le plus souvent qui enseignait aux enfants les premiers rudiments de la lecture. La pédagogie était souvent boiteuse. Le plus souvent, la maîtresse, comme nous l'appelions, n'avait comme bagage que sa bonne volonté. N'empêche que beaucoup de ces maîtresses d'école payées ont fait un boulot intéressant. Et quand je suis rentré vraiment à l'école primaire, l'école publique, je connaissais déjà les principaux instituteurs qui le plus souvent étaient installés de manière permanente à Gosier et qui étaient des références en matière d'autorité. On respectait maître d'école, le directeur. Il y avait deux écoles dans le bourg, l'école des filles, l'école des garçons. À l'époque, il n'y avait pas la mixité que nous connaissons aujourd'hui. Le directeur de l'école des garçons, M. Georges Marcel, était un peu la terreur des élèves. Mais c'est quelqu'un qui passait dans la rue et qui, s'il entendait une insulte de la bouche d'un de ses anciens élèves, même si cet ancien élève était marié et adulte par ailleurs, il s'arrêtait et lui prenait la peau du ventre. C'est ce que je vous ai appris, monsieur. Et lui sortait la peau du ventre. Et l'individu concerné était tout penaud. Jamais ça lui aurait effleuré l'esprit de manquer de respect au directeur d'école.
Et les autres avaient intérêt à ne pas rire, parce qu'ils encouraient exactement la même sanction, la pression en tire-bouchon des doigts. Comment, monsieur? Alors, évidemment, ces maîtres d'école nous ont formatés. À l'époque, il y avait des sanctions. Et c'était des propres élèves originaires des sections de Gosier qui fournissaient le maître d'école en baguette. Et ça arrivait souvent qu'au cours d'une fessée, carrément nous souillions notre short, la peur panique que nous avions des instituteurs. N'empêche que l'essentiel, c'est quand même jouer dès cette école primaire. Nous étions vraiment bien formés. Nous devions apprendre par cœur aussi bien la grammaire que les mathématiques, que l'histoire. À l'époque, on ne parlait pas encore de régionalisation des programmes. Donc c'était l'histoire de France. C'était leçon de choses, mais évidemment leçon de choses concernant ce qu'on appelle aujourd'hui sciences naturelles, concernant la France. Si on nous demandait à nous enfants de dessiner, de faire un dessin, nous aurions dessiné un manège, nous aurions dessiné une maison avec des cheminées. D'une certaine manière, notre vécu était occulté. C'est certainement le point faible de cet enseignement. Mais tout ce qui concerne la partie standard, quand on avait quitté le cours moyen 2, on ne rentrait pas au collège. À l'époque, c'était le lycée Carnot, de la 6e à la terminale. On passait l'examen d'entrée en 6e. Il fallait passer un examen. Donc, très vite, nous prenions l'habitude d'une sorte d'émulation. Et même lorsque nous avions fini avec l'école primaire, nos anciens maîtres continuaient de s'intéresser à notre parcours. Ils continuaient pendant les vacances de nous demander comment l'année scolaire s'était déroulée. Donc je leur dois une réelle reconnaissance. Si je dois parler de mon œuvre, je dirais que dans mon œuvre, il y a un thème récurrent, c'est la mer. Mais attention, il ne s'agit pas de la mer dont parlent les écrivains bouddhistes, les écrivains exotiques. C'est plutôt la mer comme historienne. J'associe la mer et l'histoire. Pour moi, la mer est vraiment le témoin privilégié de notre histoire. Elle était là à l'époque des Caraïbes, elle était là à l'époque de la traite négrière, elle est là aujourd'hui à rythmer nos saisons d'hommes lorsque nous entendons que les pêcheurs ont disparu en mer, lorsque nous entendons le drame des boat people. Donc, je parle de la mer comme vraiment notre griot. Je n'ai jamais vécu, lorsque je suis en Guadeloupe, plus loin que 150 mètres, 200 mètres de la mer. Donc j'ai toujours entendu, dès ma plus tendre enfance, sans même mentionner le fait que je dormais souvent à l'îlet avec mon oncle gardien de phare. Donc la mer pour moi est vraiment fondamentale. Mais j'associe les deux, la mer et l'histoire. Dans mon œuvre, je fais un travail de mémoire. En 2005 d'ailleurs, l'Académie de la Guadeloupe, le rectorat de la Guadeloupe, m'a nommé passeur de mémoire. C'est un titre dont je suis passablement fier. Si je m'intéresse à mon œuvre romanesque, mon premier roman, La chasse aux raccoons, parle des événements de mai 67 en Guadeloupe. Mon deuxième roman, Jivaro, parle
de la guerre d'Algérie et des conséquences de la guerre d'Algérie sur la Guadeloupe. J'évoque des visages comme celui de Fanon, ce qui se passe à la Martinique, le procès de l'OJAM. Et, comme par hasard, j'ai un personnage qui est gardien de phare à la retraite et qui est dans les grands fonds où se déroule une partie de l'action. Et je parle aussi beaucoup du lycée Carnot comme lieu de mémoire. Ce qui se passe au lycée Carnot au moment de la guerre d'Algérie. Les pieds noirs qui ont fui l'Algérie, qui arrivent au lycée Carnot et qui nous font observer 5 minutes de silence à l'honneur de certains militaires français qui sont tombés dans une embuscade, du FLN, du FELAGA. Et je me rappelle à l'époque comment on déformait l'histoire, comment on travestissait le sens des mots. Le mot FELAGA était synonyme d'infamie, tout comme le nom cubain. On appelait l'Oricisque Cuba parce que la révolution cubaine, c'était en 58-59. Donc sur les stades de football, des jeunes s'insultaient. Tu es un Cubain, ah ne me traite pas de Cubain. Et ils en venaient aux mains parce que l'un avait appelé l'autre Cubain. La petite fille qui avait sa poupée sur les bras lui disait « Petite Félaga, tu vas te taire », etc. Aussi incroyable que cela puisse paraître, donc Félaga, cubain, était synonyme d'insulte. Donc voilà pour la toile de fond de Givaro. Plus récemment, j'ai publié un roman qui s'intitule « Brisant ». Et là, je suis vraiment dans l'actualité, puisque je parle de la vague de xénophobie anti-haïtienne qui a déferlé sur la Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu à propos des Haïtiens vermines, Haïtiens chiens? Et puis il y avait une télé, malheureusement, qui ne faisait que ça, distiller toutes sortes d'insultes sur nos frères haïtiens, comme de l'hypocrisie après le tremblement de terre du 12 janvier. Tout le monde se parle des frères haïtiens, tout le monde se sent une âme caribéenne. Donc voilà pour mon œuvre romanesque, toujours à dominante historique, mais chaque fois liée à l'histoire, à la mer. S'agissant de mon œuvre poétique, là encore, omniprésence des deux thèmes. Poésie pour une autopsie de la mer, poésie pour réfléchir au miroir des mots, le miroir des eaux. Toujours la mer comme miroir de nous-mêmes, miroir de notre histoire dans mon œuvre poétique. Je dois avouer que j'ai commencé d'abord à écrire de la poésie. Cela est lié, je l'ai expliqué tout à l'heure, à ma rencontre avec les quatre cloches. D'entendre des aveugles comme ça dire des textes, je me suis fait un devoir d'apprendre des textes et de dire des textes. Comme diseur, je dis des textes des plus grands poètes de la Caraïbe, même au pied levé. Il s'agisse de Peste, je l'ai dit, de Roumain, de Phelps, de Nicolas Guillen, mais ça va même au-delà, Pablo Neruda et bien d'autres encore. Mais, encore une fois, je privilégie la dimension historique chaque fois. Alors, compte tenu du fait que la poésie n'a pas bonne presse, que les éditeurs sont souvent réticents, j'ai un peu pris des distances par rapport à la poésie pour m'investir dans le roman et la nouvelle. Et c'est lorsque je suis retourné, lorsque je suis allé au festival de poésie de Trois-Rivières, que j'ai pu rencontrer des poètes. C'est Anthony Phelps qui m'avait fait inviter d'ailleurs. Et là, ça m'a stimulé. Et j'ai recommencé à écrire de la poésie. J'ai publié l'année dernière le Farapalabre. J'évoque toute mon enfance, en des termes, je crois, plus heureux que ceux que j'ai utilisés tout à l'heure pour l'évoquer. Et je suis en train de travailler maintenant sur la tragédie haïtienne, mais pas seulement sur la tragédie haïtienne. Je parle
si vous voulez, j'appelle ça géopoésie. Je parle des relations que la Caraïbe entretient avec Haïti et aussi que le reste du monde, notamment les États-Unis d'Amérique, entretiennent avec Haïti. Alors, j'aime bien, comme poète, innover. Mon premier texte, c'était western, un ciné-poème western. Ça n'a jamais été fait, mais j'avais conçu le texte, effectivement, comme un film. Toute l'ordonnance du texte, c'est vraiment comme un film. Une coproduction franco-espagnole avec la Guadeloupe dans le rôle de l'île, avec la distribution, tout. Il y a même à un certain moment un blackout, l'écran, un problème d'électricité, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Le deuxième texte, Boutou, se présente comme un journal, avec différentes rubriques. Il y a un éditorial, il y a un sommaire, il y a une partie consacrée à la Guadeloupe, regard sur la Guadeloupe, Carouiscope, une partie consacrée à la Caraïbe, Cariboscope, une partie consacrée à l'Afrique, une partie petites annonces, faits divers, il y a même ce que j'appelle horoscope, île vierge, ne restez plus vierge, etc. Il y a même une partie comme ça. Et mon quatrième recueil, c'est la géopoésie. Donc chaque fois, j'essaie, tout en gardant la même thématique, mais histoire, d'innover au plan formel. En tant que professeur, je me suis rendu compte que les élèves ne lisaient pas assez. Donc, j'ai privilégié, pour les inciter à lire, la nouvelle. Donc, j'ai déjà publié 2 recueils de nouvelles. Le premier recueil, L'aveugle et le cerf-volant. C'est une nouvelle qui donne son titre à tout le recueil. C'est une des nouvelles que j'affectionne particulièrement. Il s'agit d'un enfant plutôt paresseux qui a entendu parler d'un concours de cerf-volant et qui dit qu'il va participer. Mon deuxième recueil de nouvelles, c'est Un taxi pour Miss Butterfly. Il y a 14 nouvelles dans ce recueil, très différentes. Il y a des nouvelles où j'aborde effectivement le thème de l'enfance. Il y a une nouvelle qui s'intitule Washington, qui parle des nuits bleues en Guadeloupe, à l'époque des bombes. Donc plusieurs nouvelles, si tu veux, toujours dominantes historiques aussi. Et cette année, j'ai animé à la médiathèque du Gosier un club de lecture pour les ados, pour les adolescents. Et là encore, j'ai privilégié les nouvelles, aussi bien de Garcia Marquez que de Xavier Orville, 2 de mes nouvelles aussi, et bien d'autres, Chester Himes, etc., Sam Ben Ousmane, des nouvelles chaque fois. Voilà, si je dois rapidement brosser un panorama de mon œuvre. Et j'ai continué à aller dans la Caraïbe, Trinidad, Barbade, et plus tard, la Caraïbe hispanophone, Cuba. Et là encore, de voir dans les rues des musiciens comme ça, où vous entrez dans un restaurant qui vous accompagne. J'ai pris le risque de dire du Nicolas Guillen en espagnol, ce que je n'ose pas faire en Guadeloupe. Et j'ai continué par jeu, d'abord commencé par jeu, à apprendre des textes, à faire des montages poétiques avec mes élèves. Et puis je me suis pris au jeu, ce qui fait que maintenant j'ai un répertoire de textes, de poètes de la Caraïbe. Je peux tenir même au pied levé plus de 2 heures à dire des textes. Alors j'essaie de faire quelque chose de plus élaboré. Je travaille le plus souvent avec une chanteuse. Souvent c'est une chanteuse haïtienne, Chantal Laurent, qui m'accompagne. Alors elle, bon, tout ce qui est chant du folklore haïtien, elle connaît. Donc, ancienne compagne de Mano Charlemagne, elle connaît. Je travaille aussi avec Malaika, qui a épousé un haïtien, et qui est une guitariste, qui a fait du chant classique. Et je travaille aussi avec Lynn Udino, chanteuse, comme ça, au hasard des jours, avec d'autres chanteuses que je croise comme ça. Alors,
Mon public privilégié, ce sont les scolaires. Je suis souvent invité dans les lycées. Et je vais à la rencontre des élèves, notamment lors de la manifestation rituelle Le Temps des Poètes qui a lieu en mars. Et puis, la SODOC, l'Association des documentalistes de la Guadeloupe, organise chaque année une rencontre poétique. Et chaque fois, les 6 dernières années, j'ai toujours été invité. Donc avec d'autres poètes, nous disons des textes. J'ai un frère musicien, donc guitariste. Souvent, lorsque, pour les repas familiaux, nous improvisons. Il m'accompagne comme ça. Et j'ai déjà travaillé avec d'autres musiciens comme Antoine Bory, clarinettiste, Sonny Tancon et bien d'autres musiciens comme ça. J'avoue que j'éprouve beaucoup de plaisir à dire des textes, même s'il n'y a personne qui m'accompagne. Et lorsque je fais ma marche le matin, là, pour exercer ma mémoire, je dis des textes. Lorsque je nage, je dis des textes. Alors souvent, il y a, si tu veux, on me contacte pour faire des choses officielles. Le Conseil général veut par exemple fêter le bicentenaire de la Révolution haïtienne. Et puis j'ai pas besoin, parfois je crée l'occasion chez moi-même avec des amis, on délire, on dit des textes, sans problème. Mais c'est une expérience extraordinairement riche qui aide à lutter contre Alzheimer, ça entretient la mémoire. Et je me suis rendu compte de l'importance de ça parce que j'ai eu le bonheur d'entendre certains discours d'Aimé Césaire, discours politiques d'Aimé Césaire à Fort-de-France. Et sans prendre pratiquement de notes, je m'efforçais de reconstituer l'essentiel de ces discours. Et j'avoue que c'est un exercice très, très intéressant, donc je peux déformer, c'est pas grave. Alors ce que j'adore faire par-dessus tout, c'est faire les poètes dialoguer. Commencer par dire un texte de Jacques Roumain et terminer avec un passage de Simon Schwarzman. Commencer avec Nicolas Kien et continuer avec Pablo Neruda. Comme ça. Qui est qu'elle nous sommes, demande Césaire. Eh bien, Jacques Roumain répond ce que nous sommes. Si c'est une question, je vais te répondre. Eh bien, nous sommes ce pays, il n'est rien sans nous. J'adore faire des choses comme ça, faire les textes se croiser, se rencontrer. J'adore ça. Je vais maintenant moduler ma réponse. Il y a une insularité qu'on pourrait évoquer en mode négatif. C'est vrai que quand j'étais enfant, bon, j'entendais parler d'un complexe d'insularité. On avait le sentiment que l'île, par définition, c'était un espace étriqué, où présidait, si tu veux, un esprit de clocher, que la vraie vie était forcément ailleurs. On disait, bon, petit pays, vieux-messe, c'est-à-dire petit pays, mais mœurs détestables. Donc, on avait le sentiment qu'il fallait forcément sortir de l'île pour arriver à la vraie vie. C'était un espace vraiment trop étriqué. Je me rappelle, avant que je parte faire mes études, une expérience que j'ai vécue comme instituteur à Terre-de-Haut. À l'époque, c'était, si tu veux, les réfrigérateurs à pétrole. Il n'y avait pas l'électricité de manière permanente. À 21 h, extinction des feux. Lorsqu'on voyait le dernier bateau quitter Terre-de-Haut, on avait le sentiment vraiment d'étouffer de solitude. On se disait, mais si je tombe malade,
comment faire? Comment faire? Il n'y avait pas comme maintenant forcément un hélicoptère capable de faire le va-et-vient, de venir vous récupérer. Donc on souffrait, si tu veux, de l'insularité. On s'ennuyait. J'ai vécu la même chose d'une certaine manière à Marie-Galante. J'ai été instituteur à Marie-Galante, à Terre-de-Haut. Et c'est vrai qu'il était hors de question de rester un week-end à Terre-de-Haut ou à Marie-Galante. Mais on va faire quoi pendant tout ce temps-là? A fortiori d'y vivre de manière permanente. Okay? C'était un peu vrai pour la Guadeloupe. Lorsque on avait réussi au bac et qu'on voyait ses amis partir, on disait « Ah, ils ont de la chance ». Quand bien même ils partaient pour le service militaire, hein. Certains partaient en Algérie, comme Chirac, non. Mais on les enviait quand même. On disait, ah, ils vont voir du pays. Enfin, Fanon a très bien examiné ça dans Peau noire au masque blanc. Celui qui a vu du pays et qui revient, qui a une sorte de complexe de supériorité par rapport à toi qui n'es jamais sorti de ton bled. Donc, l'île, si tu veux, le mode négatif, ça a été un peu ça. Beaucoup de jeunes de ma génération ont vécu ça comme ça. Et puis après, il y a l'île qu'on peut évoquer, mais en mode positif. Au fur et à mesure que tu avances, tu es étudiant, que tu apprends à connaître ton pays, puisque l'école n'a pas assumé ce rôle de te faire découvrir ton pays, ne t'a pas appris à l'aimer. J'ai dit tout à l'heure que la littérature antillaise était étrangère au programme. Hein. Donc, quand je suis allé en Haïti, ça a été vraiment une expérience enrichissante pour moi. Et à partir d'Haïti, comme je t'ai dit, ça a été systématiquement Trinidad, Barbade, Guyana, Cuba, Porto Rico, comme ça. Et là, j'ai découvert d'autres insulaires. Je me rappelle, j'étais à Guyana, je vois des gens qui me saluent. Ah, je me retourne puisque je dis que je ne connais personne. Et c'était moi que les gens saluaient. C'est là que j'ai rencontré Boissouet, c'est là que j'ai rencontré un certain nombre de personnes. Et là, j'ai vécu l'île sur le mode positif. Les Haïtiens étaient fiers, en dépit de leur dénuement matériel, fiers de leur indépendance, fiers de leur pays. Il y avait l'amour du pays qui transparaissait dans le moindre fait et geste, la manière de présenter un plat, la manière. Et ça, comme je t'ai dit, ça a été pour moi le déclic, l'île en mode positif. Alors là, je me suis jeté, comme je t'ai dit, à corps perdu, si tu veux, dans la découverte de l'île dans toutes ses composantes, l'histoire des îles, avec deux îles phares, Haïti et Cuba. Haïti et Cuba. Et plus tard, pas plus tard, à peu près à la même époque, étudiant à Bordeaux, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est quand on est hors de son pays, il faut parfois l'exil pour bien se rendre compte de l'importance de son île. Au fur et à mesure qu'il y a eu des échanges avec les étudiants de la GEG, au fur et à mesure qu'il y a eu des contacts avec d'autres Caribéens, je pense à des universitaires, Mr. and Mrs. Twats, que j'ai connus, eh bien ça a été pour moi, si tu veux, la découverte d'autres horizons. Aujourd'hui, pour moi, c'est la synthèse. L'île, c'est l'île non-clôture dont parle Césaire. L'île ouverture au monde. La mer n'est pas une barrière. La mer est trait d'union avec les autres. Donc, je me sens, si tu veux, citoyen du monde. Il n'y a pas lieu d'éprouver un complexe d'insularité, d'avoir peur de dire que je suis guadeloupéen. Il n'y a pas lieu d'en avoir un orgueil exagéré. Non, non, non. Je suis un insulaire sans doute, ça n'empêche pas le moins du monde d'être citoyen du monde. Et je pense que je suis sur la même longueur d'onde que la plupart des écrivains caribéens que j'aime, que j'admire, que je respecte. J'ai cité Césaire dans plusieurs textes, Césaire le dit. Plusieurs textes, partir de l'île pour arriver à la Caraïbe, pour arriver à l'Afrique, pour arriver à l'Amérique, pour arriver au monde. C'est toute la démarche du cahier de retour au pays natal. Okay?
c'est à force d'être guadeloupéen qu'on devient antillais. À force d'être antillais, on devient citoyen du monde, si je dois parodier, paraphraser, glissant. E